À la recherche du Québec par Alexis Tétrault avec Nicolas Proulx. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. On parle souvent et surtout ces jours-ci de la loi 101 comme d'un texte de loi qui protège une langue ultra-minoritaire en Amérique. Mon invité d'aujourd'hui voit pourtant dans la Charte de la langue française autre chose que du simple droit linguistique. À vrai dire, pour Nicolas Proulx, la Charte n'incarne rien de moins qu'un modèle d'intégration et de vivre ensemble qui s'oppose, dans ses fondements philosophiques, au multiculturalisme canadien. C'est un plaisir de le recevoir pour en discuter. Nicolas Proulx, bonjour. Bonjour, M. Tétrault. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question sera un peu plus historique. Vous avez étudié, si je ne me trompe pas, la loi 101 et la loi sur le multiculturalisme canadien. Absolument. Si vous voulez bien me dire quels sont les phénomènes historiques, politiques, démographiques qui font en sorte que que ces deux lois sont nécessaires au Canada comme au Québec. Écoutez, c'est une très vaste question, mais c'est une excellente question. Il faut résumer comme des décennies puis des décennies d'histoire québécoise en quelques instants. Mais donc, pour ma part, comme je l'ai écrit puis comme je l'ai trouvé justement dans mes recherches et tout, au niveau de la politique linguistique du Québec en elle-même, on peut remonter à très, très loin dans l'histoire du Québec. Certains vont même remonter ça, disons, à la conquête, puisque semble-t-il que dès le lendemain de la conquête, déjà, au Canada français, là, ce qui allait devenir les Canadiens français, déjà, on revendiquait certains droits linguistiques. Mais, bon, restons un petit peu plus dans l'époque moderne, un peu plus contemporain. Pour ma part, donc, je remonte ça surtout, disons, à la période de post-Deuxième Guerre mondiale. Et le phénomène, à mon humble avis, il est double. Donc, il y a d'une part le phénomène démographique. Écoutez, c'est pas un secret pour personne. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment, partout en Occident, une vague d'immigration. Bon, grosso modo, c'est quand même du jamais vu, à tout le moins au Québec. On s'entend, là, on a accueilli environ 420 000 immigrants entre 1945 et 1961. Dans le Canada, en général, on parle plutôt de 430 489 entre 1946 et 1950. Et, à mon avis, là où le bas blesse, si on regarde les statistiques, là, on voit que 2 immigrants sur 3 choisissaient l'anglais comme langue d'enseignement. Au Québec, vous voulez dire? Au Québec. Donc, déjà là, on constate que l'immigration est donc au service de la communauté anglo-québécoise. Globalement, la communauté c'est le constat qui est fait dans les années 50-60. Bien, à tout le moins, avec le recul, c'est ça qu'on peut faire comme constat. Et dès lors, naît, je pense, une certaine forme d'insécurité culturelle. Naît, ou renaît peut-être, hein, parce que certains diront que cette insécurité-là traverse l'histoire du Québec. C'est une constante dans notre histoire. C'est une constante, bon. À partir de là, bon, écoutez, puis juste pour vous donner un petit exemple, là, en 54, on a un ministre fédéral de la citoyenneté et de l'immigration, Walter Harris, qui déclare que son gouvernement a toujours pensé que l'immigration canadienne doit être composée majoritairement de Britanniques. Okay? Et il va lui-même admettre avoir tout fait en son pouvoir pour en rehausser le nombre. Donc, ce chiffre-là va avoir quadruplé en l'espace de quelques années. Comme au risque de me répéter, cette immigration-là, on le constate, vous savez, des fois, il y a comme des ressentis dans la population. Donc, on le constate, elle est au service de la communauté anglo. Et donc, voilà. Donc, ça c'est le phénomène démographique. Hein. C'est quand même assez relativement connu là, dans l'histoire que le français, les gens qui viennent ici ne sont pas particulièrement attirés par la langue française. Au contraire, on est en Amérique, donc la langue du pouvoir ici, c'est l'anglais. Bon. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe aussi, parallèlement, en même temps, après la Deuxième Guerre mondiale? On est face, en fait, du côté ottawien. Qu'est-ce qui se passe? Ottawa
souhaite moderniser son État. Donc, Ottawa possède une vision très, très, très claire de où est-ce qu'il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va, ça, c'est probablement... Certains vont même parler donc d'une espèce de gouvernement ottavien qui désire, sur le point de vue identitaire, si vous voulez, se distancer des États-Unis. Dans tous les cas, la manière qu'on peut qualifier ça, qu'on peut décrire qu'est-ce qui se passe à Ottawa, c'est la naissance d'un État, disons, interventionniste. Donc, Ottawa veut intervenir dans l'économie, dans les politiques sociales, économiques, culturelles et autres. À partir de là, Ottawa met en place une panoplie, un éventail de programmes sociaux, économiques et autres, ainsi de suite. Où est le problème là-dedans? Donc, dans une fédération, ou à tout le moins dans notre fédération, le socle de ce pacte-là fédératif, c'est ce qu'on appelle justement le principe fédératif. On sait aujourd'hui, les historiens, les politiciens, même les juristes, pour avoir fouillé dans les archives parlementaires, on sait que le principe fédératif était la condition sine qua non de l'adhésion du Québec dans le Canada. Pourquoi? Parce que les compétences constitutionnelles réservées aux provinces, donc à la demande du Québec, sont les compétences qui permettent de préserver l'identité québécoise à l'intérieur, donc d'un océan plus grand, là, ou peut-être supranational, oserais-je dire, que représenterait la Fédération canadienne. Et dès lors que Ottawa, par, disons, ses ambitions nouvelles, donc post-guerre mondiale, souhaite centraliser, souhaite intervenir massivement dans l'économie, dans la politique, dans la culture, inévitablement, il y a des conflits donc, qui vont s'initier au travers de ça, puisque Ottawa envahit subtilement les compétences provinciales et il y a un enjeu identitaire là-dedans. Donc, ce qu'on observe, il y a un État ottavien qui s'esquisse. Cet État-là est fort de ses leviers d'intervention. Et la réplique, évidemment, le Québec se laissera pas faire, va venir quelques années plus tard, disons, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Et vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la Révolution tranquille, donc ce qu'il y avait avant, c'était la grande noirceur, c'est-à-dire qu'on était confiné dans les ténèbres de l'histoire, puis tout à coup, la lumière jaillit. On sait aujourd'hui, avec le recul, que c'est probablement plutôt une progression vers cette modernité-là. Toujours en est-il, et vous serez probablement mieux placé que moi, M. Tétrault, pour en parler, mais la manière qu'on va décrire généralement la Révolution tranquille, c'est le passage du statut, notamment de Canadien-Français, à celui d'une identité québécoise plus moderne. Mais avant de parler de l'identité, je veux juste terminer sur l'État québécois, parce que, vous savez, Jacques Parizeau disait « La Révolution tranquille », là, je paraphrase, la Révolution tranquille, c'est une poignée de technocrates, puis des centaines de poètes, puis d'artistes, etc. Bon, ça, c'est un peu une manière un peu romanesque de décrire ça, mais moi, je suis un universitaire, je m'en excuse. Selon moi, la Révolution tranquille, c'est quoi quand on regarde ça froidement? C'est le peuple québécois qui se donne un État. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Québec ressentait le besoin de se doter de leviers qui permettraient notamment de résister à ce que Ottawa est en train de dessiner en haut. Et pourquoi c'est important, cette joute politique-là? C'est que là, je vous explique qu'il y a deux États modernes qui se modernisent tranquillement. Qu'est-ce qui est enjoint à ça? Une reformulation, si je peux dire, de l'identité. Une identité québécoise, d'une part. En fait, c'est un peu éclectique dans le sens que le premier État, je pense, là, que ce qui a allumé la flamme, c'est vraiment Ottawa qui part avec ses grandes visées un peu socialistes, un peu keynésianistes. Puis ça fait réagir le Québec. Finalement, le Québec réplique, mais au niveau identitaire, c'est d'abord l'identité québécoise qui se forme, je pense, et Ottawa va répliquer avec ces politiques identitaires un peu synthétiques, là, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu à un laboratoire d'université, là, c'est genre un peu Pierre-Éliott Trudeau qui conçoit un petit concept sur un bout de papier qui s'appelle le multiculturalisme, c'est une politique... donc, à quel point que c'est véritablement vécu de manière charnelle, cette identité canadienne-là, que va devenir le multiculturalisme.
Je sais pas. Bref, c'est une politique qui est ébauchée d'une certaine manière pour damer le pion au Québec et à l'identité québécoise. Je sais pas si j'irais jusque-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait besoin à Ottawa d'une identité, parce que c'est pas simplement d'avoir un État. Il faut être fort d'une culture, d'une vision du monde, donc pas juste des petites politiques abstraites. Puis le Québec était très, très fort du côté identitaire à cet égard-là. Comme je l'ai dit, on passe du Canadien-français au Québécois. Et là, Ottawa ressent le besoin de faire pareil, et le multiculturalisme va venir faire un peu comme vous dites. C'est-à-dire, ce qu'on sait concrètement, c'est que le multiculturalisme, ça permet, là, c'est rien de nouveau, là, c'est un peu de nuancer, si vous voulez, les revendications historiques du Québec, donc d'en faire une espèce de... Communauté parmi les autres. Communauté parmi les autres, exactement. À tout le moins, c'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais c'est la conséquence concrète politique. Puis voilà, donc c'est juste pour terminer, là, c'est l'aspect double, donc deux États qui se forment, puis une identité qui vient appuyer ces deux nouveaux États-là. Et puis comment les deux lois que vous avez étudiées, en fait, quelles sont ces deux lois que vous avez étudiées et comment ils participent de cette dynamique? OK. Bonne question. D'abord, c'est pas juste des lois. Okay, c'est des politiques aussi. Donc, le multiculturalisme canadien, parce que moi, j'ai d'un point de vue un peu de chercheur, là, on parle de multiculturalisme juridique. Donc, ça va venir englober à la fois la loi sur le multiculturalisme canadien, qui est adoptée en 88 sous Mulroney. Faut pas l'oublier. Donc, c'est pas... souvent, on parle de 82. Oui, 82, on vient constitutionnaliser en quelque sorte le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'à l'article 27 de la Constitution de 82, on nous dit que la Constitution doit être interprétée à la lumière du principe de multiculturalisme. Moi, j'ai été comme l'un des premiers. En fait, je connais personne d'autre là, qui l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui l'a fait, mais j'ai pas trouvé d'autres chercheurs qui ont fait l'exercice. Mais j'ai été l'un des premiers ou le premier à essayer d'analyser la portée de l'article 27 de la Constitution, parce que souvent, dans le débat public, on va dire le mythe du multiculturalisme tourne autour de 82. Mais à quel point que c'est vraiment 82 qui fait mal, comme concrètement? C'est-à-dire qu'il y a l'intention, mais il y a aussi l'impact concret dans le droit puis dans la politique. Je pense que l'impact de 82 est modéré. C'est-à-dire le rapatriement de la Constitution ne serait pas le moment fondateur multiculturaliste du Canada? Ben, d'un point de vue du mythe, OK, mais moi, je vous parle de... L'armature juridique. De l'armature juridique. Je suis un juriste, moi, je suis pas un politicien. Je fais pas de Sciences Po ou de sociologie. Je comprends le mythe fondateur de 82, c'est là que ça fait mal. Mais concrètement, au niveau comme du droit, de la jurisprudence et tout... Je vous dis pas que ça va pas venir, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'interprétation des tribunaux de la Cour suprême, c'est pas tellement l'article 27 qui va faire mal. Je pense que c'est vraiment la loi sur le multiculturalisme. Adoptée en 88. En 88, qui est en fait une reformulation de la politique de 71 de Pierre Elliott Trudeau. Par contre, là où ça devient intéressant, à mon humble avis, c'est que la loi sur le multiculturalisme canadien, que d'ailleurs, personne ne parle de ça. Moi, j'ai jamais entendu, à la joute, j'ai jamais entendu personne parler de la loi sur le multiculturalisme, mais j'entends souvent parler de 82. C'est correct. Absolument, oui. Comme je l'ai dit, c'est le mythe fondateur, mais ça existe aussi, là, la loi sur le multiculturalisme. Puis ce qu'on y retrouve, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même intense. Et là où une des raisons pour laquelle je tenais absolument à venir aujourd'hui vous discuter de tout ça, c'est qu'il y a un rapport derrière cette loi-là qui a mené, puis on y viendra plus tard, là, okay? On n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais il y a donc un rapport d'un comité spécial fédéral qui s'appelle « L'égalité, ça presse », point d'exclamation. Donc, ça presse pas à peu près. Donc, dans ce rapport-là, « L'égalité, ça presse », il y a toute une vision du monde qui est donc transmise, élaborée, articulée, et
Vision du monde, du multiculturalisme. dites-vous, qui est fondateur dans l'adoption de la loi. Là. C'est pas un rapport parmi d'autres. Là. Exactement, parce que c'est ce rapport-là qui va demander l'adoption d'une loi sur le multiculturalisme et qui va jeter les bases à la fois idéologiques et techniques pour, disons, ce que la loi va contenir. OK? Donc, oui, il y a toute une espèce d'analyse, là, un peu comme tous les rapports d'enquête qu'on peut trouver, là, mais il y a aussi, comme écrit textuellement, comme adopter une loi sur le multiculturalisme qui va mettre à jour la politique de multiculturalisme de telle manière, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, ça, c'est l'ancêtre, c'est l'âme de cette loi sur le multiculturalisme. C'est le noyau idéologique. Exactement. Et personne n'en a jamais parlé, à ma connaissance. Ça a été tabletté, mais, encore une fois, je m'intéresse beaucoup pas mal à de l'empirisme d'une certaine façon, là, c'est-à-dire que oui, OK, le rapport a été tabletté, on peut dire c'est pas si important que ça finalement, mais ça a quand même mis au monde cette loi sur le multiculturalisme-là, dont les paramètres ont été écrits, rédigés à partir de ce rapport-là, puis on rediscutera de son contenu. Ben, on peut y aller tout de suite. Oui? Okay. Bon, oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport-là, en fait? Qu'est-ce qu'on y trouve? Moi, quand j'ai lu vos travaux, j'ai vraiment eu l'impression d'être à Concordia en 2021. C'est proprement woke, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que tout le long du rapport, on dirait qu'on parle de racisme systémique, admettons, là. Mais ça n'existait pas vraiment à l'époque. Ouais. C'était un peu rigolo. Mais au-delà de ça, écoutez, c'est un rapport qui, à mon humble avis, je ne sais pas si ça pourrait être rédigé de cette façon-là aujourd'hui, dans le sens que ça manque tellement de nuances, puis c'est tellement... juste comme on rentre dans le tas, là. Puis, écoutez, c'est caricatural, en quelque sorte. Donc, on va... juste pour terminer, ça c'est en 84 que ce rapport-là est sorti. Égalité, ça presse. Exactement. Qui a été rédigé par le Comité spécial sur la participation des minorités visibles à la société canadienne. Bon, si jamais, parce que je vous dis ça, si jamais vous voulez peut-être aller fouiller de vous-même. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, d'abord, le rapport va nous dire que, on part de l'idée, là c'est une citation, là, c'est pas moi qui paraphrase, qu'il existe manifestement des mécanismes qui favorisent certaines races par rapport à d'autres. Ultimement, là, je vous vends le punch, là, ces certaines races-là, c'est tout ce qui va tourner autour du biculturalisme et du bilinguisme canadien. Donc, quand on disait tout à l'heure que les revendications, tu sais, que le multiculturalisme, ça vient un petit peu effacer, si vous voulez, la dynamique historique Canada anglais, Canada français, qui est quand même structurante. Ce qu'on appelait les deux peuples fondateurs. Les deux peuples fondateurs, qui est structurant, qui structure notre histoire à nous, au Canada, à tout le moins politique, moderne. Ce serait la source du racisme comme on pourrait dire aujourd'hui, systémique du Canada. Mais je ne veux pas mettre des mots qui n'ont pas été utilisés par le rapport. Probablement qu'aujourd'hui, c'est le mot qui brûlerait les lèvres. Mais, donc voilà. Donc, à partir de là, écoutez, là, je vais quand même passer au travers graduellement parce que je veux pas que ça paraisse que ça soit vous avez de la misère à y croire tellement ce que vous avez trouvé là-dedans vous choque. Ben, à un moment donné, on est un petit peu comme désensibilisé de la vie, là, on devient un peu désabusé de ces affaires-là. Là. C'est comme un peu... aujourd'hui, on ouvre le journal, puis c'est ça partout, mais... Non, j'exagère, mais regardez, là, revenons aux choses sérieuses. On nous dit, là, dans le rapport, là, que, si je vous le résume, là, il faut s'émanciper comme société de la verticalité pyramidale. C'est-à-dire que toutes les formes de verticalité politique ou sociale ou culturelle, ça, les traditions, les mœurs, blablabla, tout ce qui fait d'une société une société, qui n'est pas une société comme une terre apatride de l'ONU à New York, là. Donc, tout ça est vécu comme des formes d'oppression. Donc, on nous dit que, citation, « La société canadienne est dans les faits une mosaïque verticale », avec le trémolo dans la voix, dont certains éléments se trouvent à un niveau plus élevé que d'autres. Et là, pour éviter, selon le comité, pour éviter que n'éclatent des conflits ethniques et raciaux dans le pays, comme supposément en Angleterre, au Royaume-Uni, il faut donc, citation, donc prévoir que l'harmonie raciale est un objectif national tout aussi important
que l'assainissement de l'air ou de la bonne condition physique. Donc, voyez-vous, moi, ce qui me titille un petit peu ici, c'est que on n'est pas loin de, si tu ne penses pas comme moi, tu es un pollueur, tu pollues l'air, puis tu es comme un crotté qui... L'analogie est parlante quand même. Oui, quand même. Là. C'est ça, puis c'est marqué textuellement. Là, donc ça, c'est un peu rigolo, mais même si on dit que c'est anecdotique, si on se penche sur le fond, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui va structurer ce rapport-là? D'abord, on vient donc définir, parler des blancs puis des non-blancs. Quand même en 1980, là. C'est quand même précurseur. Absolument. Là. Des blancs puis des non-blancs. Et parfois, on va parler plutôt des non-anglophones ou des non-francophones. T'sais, même pas des francophones puis des anglophones, des non-francophones puis des non... Fait qu'on voit ici... moi, ce que j'ai fait comme recherche, c'est pas juste de ressortir ces rapports-là, c'est que j'analyse toutes ces politiques-là, toute cette doctrine, ces lois-là, la jurisprudence à partir donc d'un cadre théorique de philo-politique. Notamment, dans ce cadre théorique-là, il y avait donc des penseurs que j'ai qualifiés de libéralistes pluralistes, comme Kymlicka et Charles Taylor. Leur nom complet? Will Kymlicka et Charles Taylor, c'est, à mon avis, deux figures de proue de deux courants de philopole, de libéralisme pluraliste. Donc, Kymlicka va être davantage inspiré par un libéralisme classique, où l'individu, même si la théorie du multiculturalisme, peu importe les variantes, peu importe les chicanes de clocher, ça reste que l'individu appartient à des groupes au travers d'une société donc, qui est par nature fragmentée en petits groupes qui s'accumulent. Mais chez Kymlicka, il faut quand même remettre à César ce qui revient à César. Chez Kymlicka, le libre arbitre, le choix demeure quand même la valeur suprême. C'est-à-dire que l'individu peut adhérer à un groupe comme il peut sans le quitter. Mm-hmm. Chez Taylor, parce que je veux juste mentionner ça parce que c'est important pour tout ce qui vient, pour comme, jeter quand même une lumière intéressante sur le rapport. Là. Chez Taylor, donc, on est dans une perspective communautariste. L'individu est un héritier. Un héritier, donc, écoutez, là, vous pouvez faire toutes les déclinaisons que vous voulez, ethnico-religieux, culturel, de communauté LGBTQIAI2+, exposant 60 000. Donc, les déclinaisons qui sont interminables. Mais la différence, c'est que tu n'as pas choisi d'être ce que tu es. Chez Kymlicka, c'est toujours un choix. Donc, l'individu, il naît comme neutre, puis il fait ses choix après. Chez Taylor, c'est comme dans ton sang. Puis remarquez pourquoi c'est important de faire cette distinction-là. C'est parce que l'argument qui s'en vient, après ça, c'est, je peux pas faire autrement, tu peux pas faire autrement que m'accommoder. Puisque c'est dans votre sang. Exactement. Puisque c'est comme, c'est mon âme. Parce que Taylor parle donc de la reconnaissance, de la violence, il parle de violence. La violence causée par la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance. Donc, si on est dans l'absence de reconnaissance, c'est soit que tu acceptes le multiculturalisme ou que tu exerces une forme de violence, qu'il soit volontaire ou non. C'est pas binaire. C'est ça. C'est pas manichéen, surtout. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça. Fait que je voulais juste comme faire la distinction que chez Kymlicka, il y a un libre arbitre très, très puissant. Chez Taylor, on reçoit cet héritage. Vous remettez même en question l'héritage libéral, de certaine manière, de Taylor, avec cette théorie. En fait, non. Parce que c'est très clair. Taylor l'a écrit lui-même, puis des fois, Taylor écrit des affaires, puis tu dis, garde, tout ce que tu dis, puis tout ce que tu fais, c'est comme deux choses différentes, là. Au niveau comme, je parle idéologique, pas idéologique, mais comme de ce que tu conçois. Mais c'est pas exactement ça. Là où, puis je vais terminer, parce que tu sais, on pourrait parler juste de Philopole aussi, là. Je suis assez calé là-dessus pour en parler pendant 2 heures, mais ce que je veux dire, c'est que une autre affaire qui me fatigue chez Taylor, c'est que Taylor, si je me trompe pas, puis on me corrigera, là, mais dans son livre sur les sources du moi, c'est juste le titre, les sources du moi, Taylor dit que l'individualisme, c'est le cancer de la société postmoderne, que le matérialisme, la société de consommation, tout ça, c'est épouvantable. Par contre, ce qu'on peut reprocher à Taylor, parce que lui, dans le fond, il prétend avoir une vision holistique ou collectiviste
à cause du communautarisme. Pour lui, la communauté, les communautarismes, c'est une forme de collectivisme. Donc, qui n'est pas la nation par ailleurs. Mais moi, ce que j'ai tenté à montrer, là, ce point de vue-là, c'est que la fin ultime, dans toutes les théories du multiculturalisme, c'est toujours l'individu. Donc, tu prétends combattre l'individualisme en faisant quoi? Comment dire, l'individu devient roi dans la sphère publique. Donc, l'individu peut s'imposer indéfiniment, allègrement dans la sphère publique, ses sensibilités à lui. C'est le rôle de l'État de reconnaître tous les particularismes de chacun. Très important dans votre démarche de reconnaître ce point-là. C'est-à-dire que maintenant, l'État du Canada, avec cette loi-là, ce fondement philosophique-là, se met au service de l'identité d'absolument tous les individus. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est la base du multiculturalisme. Quand on regarde ça un peu plus froidement, un peu plus, objectivement, c'est la mécanique en elle-même du multiculturalisme, c'est la politique de reconnaissance. C'est un point commun là, de tout, parce que oui, il y a beaucoup de monde qui se chicane, même à l'intérieur des théories du multiculturalisme. Mais ça, c'est un point commun. La politique de reconnaissance, c'est très, très, très important. Ça vient de Taylor. En tout cas, c'est lui qui l'a articulé de manière qui fait du sens, là, si vous voulez. Puis juste pour revenir, parce que vous me demandez si je questionnais l'héritage libéral de Taylor, je pense pas, parce que ultimement, l'individu demeure quand même... La mesure de toute chose. La mesure de toute chose. Oui, d'accord. Et puis, comment ensuite ce fond philosophique-là s'articule au rapport et s'articule à l'adoption de la loi? Bon, OK, c'est bon. C'est là que je voulais en revenir. Donc, je vous parlais donc justement de cette séparation-là entre les blancs, en fait, les non-blancs puis les blancs. C'est un exemple parmi d'autres, mais regardez, aussi, je pense que ce qui pourrait... Tu sais, j'essaie de relever les choses qui pourraient intéresser vos auditeurs. Donc, au niveau, là, justement, là, du biculturalisme, du bilinguisme, regardez ce qu'on peut retrouver dans le rapport. On nous dit que tant que nous persisterons à parler de deux peuples fondateurs, une citation, en laissant entendre qu'ils revêtent plus d'importance que les autres, les Canadiens dont la langue ancestrale n'est ni le français ni l'anglais ne pourront être reconnus comme partenaires égaux dans l'expansion du Canada. Bon, ainsi, ils n'auront pas le sentiment d'appartenir au Canada. Là, vous voyez, on est vraiment dans l'univers de la politique de reconnaissance, le sentiment d'appartenir. Puis c'est toujours ça, c'est que si vous faites pas si vous construisez pas la société comme nous, on la conçoit, c'est un déni de reconnaissance. C'est ça l'argument. Donc une violence. Ben, j'imagine que si vous aviez Taylor en face de vous puis vous posez la question, il ferait des nuances, là, mais ultimement, c'est ça qui est marqué dans ses écrits, là. Fait que, puis, on dit que ça va être des citoyens de second ordre. Bon, le problème ici, OK, là, le rapport vient d'envoyer une petite pointe, si vous voulez, à la théorie des deux peuples fondateurs. On nous dit que c'est injuste. Bon, ça peut être une chose, mais la question que je crois qu'il doit se poser, c'est à partir de quoi est-ce qu'on construit notre vivre ensemble? On parle tout le temps du vivre ensemble. Mais à partir de quoi est-ce qu'on le construit? Au Québec, donc avec la politique linguistique québécoise, donc qui est coagulée, si vous voulez, par la loi 101 et la politique de développement culturel, qu'on appelle la convergence culturelle. Donc, je suis sûr que tout le monde connaît la loi 101, mais je vous invite fortement à aller jeter un œil à la politique de développement culturel. Adoptée un an plus tard. Un an plus tard, en 78, qui a été rédigée, pas par des deux de pique, par Fernand Dumont et par Guy Rocher. Camille Lorrain aussi, là. Donc, c'est un peu une consécration d'années de débat de notre société québécoise qui est synthétisée dans cette politique de développement culturel-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai étudié ça. Donc, moi, je ne pense pas avoir étudié le droit linguistique littéralement. J'avais un objet d'étude qui touchait à du droit linguistique, mais je ne suis pas un expert de droit linguistique. Tu sais, vous pourriez inviter bien des gens avant moi pour vous parler des interprétations de la Cour suprême dans Blakey puis dans whatever. Ouais, vous avez interprété les racines philosophiques, au fond. Exactement. Et à cet égard-là, la convergence culturelle, c'est quoi? Donc, le multiculturalisme, on sait tous c'est quoi. De toute façon, j'en ai dressé un portrait rapide.
La convergence culturelle qui est trop souvent oubliée, malheureusement, qui est par ailleurs l'âme de la loi 101. La loi 101, c'est pas des dispositions sur une feuille de papier, c'est une vision du monde, une vision du vivre ensemble. Et là-dedans, on nous dit que, donc, il existe au Québec un noyau auquel doit orbiter donc tous les citoyens, tous les individus. Donc, ce noyau-là est constitué, peut-être principalement, justement, de cet héritage français-là. Donc, vous savez, on est je ne sais pas si c'est péjoratif de formuler ça comme ça, mais on est ce qui reste de la belle expérience, la belle épopée de l'Amérique française. Et ça marque notre psyché à nous depuis des siècles, des générations et des générations. Quand je vous parlais de l'insécurité culturelle, c'est quelque chose qui est transmis, ça, de génération en génération, à tout le moins, jusqu'à avant la mondialisation, à mon humble avis, mais en tout cas. Et donc ça, c'est le noyau qui est constitué pas d'une langue française désincarnée, parce que là, on pourrait aussi parler d'interculturalisme, mais moi, ma critique de l'interculturalisme, c'est que oui, on parle de la langue française, mais c'est une langue française... Outil de communication. Outil de communication. Exactement. Alors que l'articulation, loi 101, politique de convergence culturelle, fonde non pas une loi avec le français comme outil de communication, mais un véritable, vivre ensemble pour utiliser le mot. C'est une société ancrée dans l'histoire. Une société qui embrasse qui elle est, d'un point de vue culturel, identitaire. Vous pouvez utiliser tous les champs lexicaux que vous voulez, mais c'est pas l'outil de communication exactement comme vous l'avez dit. À partir de là, juste pour terminer sur la convergence culturelle, parce que la critique qu'on va faire à ces genres de modèles-là, c'est que c'est assimilateur. Ce qui est complètement faux à mon humble avis. La convergence culturelle, de la même manière que le républicanisme, du point de vue de philo-politique, parce que moi, j'ai analysé le républicanisme versus le libéralisme pluraliste, puis je porte ce regard de ces philosophies-là sur tout ce que j'ai énuméré depuis tout à l'heure. C'est-à-dire la loi 101 d'un côté et la loi sur le multiculturalisme canadien de l'autre. La loi sur le multiculturalisme, l'article 27 de 82, puis la politique de 71 de Pierre-Éliott Trudeau, et la loi 101 et la politique de développement culturel, ainsi que les archives parlementaires de toutes ces lois-là. Là. Donc, je suis allé voir c'est quoi l'intention du constituant, l'intention du législateur, etc. Bon, ceci étant dit, où est-ce que j'en étais avec ça? La loi 101 comme politique de... OK, c'est ça. Je vais juste terminer là-dessus sur la critique qui est apportée ou accolée à tous les modèles qui s'inspirent d'un certain universalisme. On nous dit que ça souhaite effacer la différence, ce qui est complètement faux. Donc, dans la politique de convergence culturelle, les particularismes, on pourrait parler d'individus si vous voulez, peu importe, donc sont invités à venir bonifier. Donc, il y a une plus-value qui est recherchée au travers de cette convergence culturelle. C'est pour ça qu'on parle de convergence. C'est pas une assimilation culturelle, c'est une convergence. Ceci étant dit, c'est qu'on fait la distinction. Je pense l'avoir assez clairement démontré dans ma recherche. Il y a des affaires qu'on peut critiquer, mais il y a des affaires que je suis comme pas mal plus sûr de ma shot dans ce que j'ai fait. Puis ça, je peux vous dire que la politique de développement, la convergence culturelle et tout ça, la loi 101, il y a une méthode là-dedans, dans la conception du monde. Donc, il y a une sphère publique puis une sphère privée. Dans la sphère privée, les particularismes peuvent s'exprimer librement. C'est pas ni vraiment à l'État de s'occuper de ça. Tu peux parler autant de langues que tu veux chez vous, blablabla. Dans la sphère publique, pour parvenir à générer du commun, parce que les êtres humains sont par nature, les individus sont par nature inégaux entre eux. Donc, c'est injuste, c'est source de tension. Pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai pas ça? Pourquoi? Bon. Les êtres humains sont par nature inégaux entre eux et à partir de là, pour générer du commun, il faut parvenir à entamer un dialogue démocratique. Donc, la sphère publique, le rôle de la sphère publique, c'est pas juste un concept abstrait. Concrètement, ça peut être les institutions, littéralement, comme tu vas en commission parlementaire puis tu dis ton opinion. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est déjà quand même beaucoup. Le débat public, ça va jusqu'à les deux voisins sur leur perron qui parlent du vaccin, puis c'est... Un commun.
un commun, puis la démocratie, il faut être capable de se reconnaître minimalement dans l'autre pour parvenir à établir une démocratie, un espace commun, de vivre ensemble. Et donc, à partir de là, il faut partager un minimum de valeurs, un minimum d'histoire, un minimum... Parce que sinon, il n'y a pas de solidarité. Comment est-ce qu'on peut bâtir nation, avoir à cœur le bien commun? Parce que dans la philosophie républicaine, il y a le thème qui revient du bien commun. Si on pousse uniquement au travers de nos communautés, nos intérêts, parce que la communauté, puis ça, les penseurs du multiculturalisme sont d'accord avec ça. L'idée d'une communauté, c'est que la communauté rend l'individu plus fort, hein? L'union fait la force. Et c'est au travers des communautés que les individus vont réclamer des droits, vont aller exiger, revendiquer. Et donc, leurs intérêts sont demandés au travers de leur communautarisme. Mais pour les multiculturalistes, cette communauté-là n'est jamais la nation. Mais c'est ça que je vous dis, c'est que ça passe au travers d'une superposition de groupes culturels, ethniques, religieux, etc. Puis ça, je suis sûr que les auteurs du multiculturalisme seraient somme toute d'accord, probablement qu'ils vous formuleraient plus gentiment que ça, mais c'est la conséquence concrète. Bon, je vais revenir à partir de là sur le rapport. Donc, le rapport, vous voulez dire égalité, ça presse? Égalité, ça presse. Juste pour vous sortir, là, avant de passer à autre chose, là, parce que ça me semble vraiment important, juste pour vous montrer l'intensité de ce qui est écrit. On nous dit donc que le racisme serait ankylosé dans la majorité canadienne. Et là, l'auteur nous dit « aucune attente ». Ça, c'est le titre, OK? Aucune attente. Vu que le racisme est profondément enraciné dans notre société, il ne faut pas s'attendre à ce que les institutions et les citoyens changent du jour au jour, surtout quand il est question de culture, d'éducation et d'information. Ce qu'on nous dit par après, c'est qu'il faut rééduquer. Donc, on fait des propositions concrètes d'aller, par exemple, chez les scouts, puis donc d'instaurer des espèces, un climat de multiculturalisme, donc une espèce d'enseignement. Partout où sont les jeunes, c'est comme la base, il va falloir prendre nos jeunes, puis leur présenter le paradigme du multiculturalisme, les paramètres de tout ça, pour qu'ils puissent évidemment les assimiler, puis les reproduire dans la société. Et on nous dit que donc le racisme a été importé par les premiers colons français, que le racisme a toujours été, citation, le racisme a toujours été un problème dans la vie canadienne, au moins depuis la venue des premiers Européens au pays. Donc dans cette vision un peu du bon sauvage, on comprend qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, je dirais, l'homme était pur en Amérique, puis c'est l'homme blanc qui l'a... Pour reprendre par ailleurs l'homme blanc puis les non-blancs, là, c'est les mots du rapport. Donc, puis, juste peut-être un petit dernier, là, c'est ça. On nous dit, citation encore une fois, que le comité reconnaît que pour favoriser l'harmonie entre les races, il faut aider les groupes minoritaires à se consolider, à renforcer leur sentiment d'appartenance à une ethnie et à s'affirmer davantage lorsque vient le temps de défendre leurs intérêts et d'exprimer la richesse de leur culture. Donc, tout ça, c'est absolument, ça s'inscrit dans le paradigme du communautarisme. Et ça rentre en collision avec la loi québécoise, la loi 101 et la politique de convergence. Ben absolument, parce que le socle de la convergence, c'est la nation. Ici, on voit que c'est la communauté, et par ailleurs, on va nous dire, juste un dernier exemple, qu'il va falloir comme financer des espèces de systèmes parallèles à la société, comme par exemple les téléphones intelligents pour les ados qui ne filent pas. Donc, ça prendrait des lignes téléphoniques pour les Haïtiens entre telle heure et telle heure, parce que supposément que la couleur de la peau est comme importante au téléphone. Ça, vous ne l'inventez pas, là? Non, c'est une recommandation du rapport. D'accord. Et puis ça, c'est fondateur de la loi de 88. Exact. D'accord. Puis il y en a plein d'autres, j'ai goût de continuer, mais écoutez, j'imagine qu'on n'a pas le temps, là, mais au minimum, c'est relativement drôle, là, c'est tristement drôle. Oui, c'est tristement drôle, mais dites-nous peut-être... dites-nous maintenant comment ça s'oppose à la vision républicaine québécoise.
vous nous avez dit Ouais. très très bien quels sont les fondements philosophiques et idéologiques du multiculturalisme canadien. Peut-être nous faire une démonstration du même genre pour ce qu'est la loi 101, le républicanisme québécois. Dans votre mémoire, vous citez le professeur de sciences politiques Marc Chevrier. Oui. Comment tout ça s'est articulé? Donc, tu sais, moi la seule nuance que je vais faire par rapport à ce que vous venez de dire, moi, je dis pas que la loi 101 puis que la convergence culturelle, c'est du républicanisme. Puis je dis pas que la loi sur le multiculturalisme, aussi frivole que ça puisse paraître, aussi évident que ça puisse paraître, je dis pas que la loi sur le multiculturalisme ou que la loi de 82, c'est du libéralisme pluraliste. La raison pour laquelle que je peux pas faire ce lien direct là, c'est qu'il n'a pas été dit. Ben, ça n'a pas été dit, mais ça, c'est une chose. Ça, tu peux faire la démonstration à un moment donné quand tu ramasses comme les évidences, là. Le problème, c'est que ces écrits-là, mettons, du multiculturalisme sont venus après ces politiques-là. Charles Taylor, c'est multiculturalisme, différence et démocratie, c'est dans les années 90. Ah ouais. Vous comprenez? Fait qu'il y a Ouais, je peux pas dire que, le législateur, quand il a écrit sa loi, il pensait à Charles Taylor. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on pose un regard à partir d'une synthèse de Philopol, qui était dressée à partir de ces auteurs pluralistes-là, on est pile poil là, sur la question. Là. C'est littéralement les mêmes mécaniques avant le temps. Fait que dans le fond, c'est complètement précurseur. Tu sais. Donc, je vais juste apporter cette nuance-là. Je peux pas dire... Puis le républicanisme... Je pense que ce lien-là est plus évident. C'est-à-dire que, vous me demandez des exemples et tout, tu sais, il y a une volonté dans cette convergence, dans cette politique de développement culturel-là, de 78, et dans la loi de 77, la loi 101, la Charte de langue française, de renouer, je crois, avec une certaine conception avec une certaine conception française, si vous voulez, du monde. Française, vraiment au sens du pays français et de la philosophie. Oui, il y a la langue là, au sens littéral, mais comme je vous dis, je pense que il y a quand même une petite verve républicaine dans tout ça là, qui s'est vraiment immiscée là-dedans. Et là où on l'en retrouve, c'est vraiment, je pense, dans tu sais, les politiques d'intégration. C'est facile. L'exemple qui saute aux yeux, c'est la langue de l'éducation, la langue française comme langue de l'éducation. La règle de base, c'est tout le monde va à l'école en français. Ensuite, il y a des accommodements. Puis c'est ça, c'est l'autre affaire, c'est que la loi 101, c'est pas uniquement du républicanisme, il y a aussi du libéralisme qui pourrait être qualifié d'accommodement raisonnable. Oui, parce qu'il y a une reconnaissance des Autochtones et des anglophones. C'est une politique de reconnaissance à fond, là. Ben oui, absolument. Absolument. Puis moi, ma conclusion par rapport à tout ça, là, je suis content comme d'avoir la chance d'en parler parce que c'est comme, tu penses à toutes ces affaires-là tout seul dans ton bureau pendant des années. Puis là, finalement, je peux comme éructer ça. Mais allez-y. La manière que je le vois, c'est que peu importe le modèle donc qui va fonder ton approche de la société, il va falloir que tu apportes des nuances. C'est-à-dire qu'il y a toujours en recherche, peu importe ce que tu construis, il y a toujours un écart nécessaire entre la théorie et la pratique. Donc, si tu prenais le républicanisme, si tu prenais Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, puis tu appliquais ça à la lettre, ça ferait la première République française, c'est-à-dire un échec. Donc, tu peux pas penser appliquer de la théorie pure et dure à la pratique et pas penser qu'il va falloir apporter des correctifs en cours de route. C'est exactement ça qui s'est passé avec la loi 101. Quand on parle de la langue de l'éducation, c'est Guy Rocher, là, supposément, là, dans l'histoire, là, que Guy Rocher était comme, tu sais, il voulait, mettons, au ministère, l'idée c'était, OK, on fait langue française, langue d'éducation. Puis là, c'était comment est-ce qu'on vient accommoder tout ça, là, tu sais, comment est-ce qu'on vient régler le problème de la communauté anglophone. Puis là, c'est supposément Guy Rocher, la fille de Guy Rocher qui a un souper de famille, aurait dit, ben là, pourquoi vous donnez pas une exception pour ceux qui sont allés, les parents qui sont allés à l'école anglaise? En tout cas, tout ça pour dire que
il y a une réalité pratique qui concorde pas nécessairement avec la vision théorique. C'est pourquoi vous parlez de républicanisme d'inspiration française. Exactement. D'inspiration française, d'autant plus que le Québec, c'est pas la France non plus. Puis, mais en fait, la vraie... tu sais, quand... Aujourd'hui, on parle un peu librement, là, entre vous et moi, là, en ce moment. Mais quand on fait une recherche, je veux dire, moi, il faut que je confronte comme des séminaires, puis pour ça, je m'en vais dans des colloques, puis je parle à du monde qui sont pas des convaincus, là. Puis, l'inspiration française, pourquoi c'est important? Parce que la première critique qui serait faite, c'est, OK, mais non, le Québec est pas en fait, le Québec, c'est comme, c'est plus du républicanisme américain. Tu sais, qui a rien à voir avec Jean-Jacques Rousseau, puis les grands... Tu sais, parce que supposément qu'il y a vraiment une grosse différence entre le républicanisme américain et français. Bon, peu importe, puis supposément que les patriotes étaient plus inspirés par... Là, c'est tous les travaux de Marc Chevrier, là, c'est lui qui serait mieux placé pour vous en parler. Moi, je suis juste comme un lecteur qui a fait une synthèse de ça, là. Puis, c'était quoi la question, donc? Comment les principes d'inspiration républicains viennent inspirer? Parce que, là, vous dites que quand vous présentez ça dans des colloques, on vous rétorque souvent que c'est du républicanisme américain. Et pourtant, vous vous inspirez des travaux de Dominique Schnapper, qui est une sociologue française et qui a une conception française du républicanisme. Oui, mais ce qui est intéressant avec Schnapper, c'est qu'à mon humble avis, puis je veux dire, on peut penser qu'il y en a des meilleurs, des meilleurs représentants, des meilleures figures de proue, mais à mon humble avis, c'est qu'elle fait comme sa pensée. D'abord, OK, je commence par là. Dominique Schnapper a passé comme beaucoup d'années de sa vie à répliquer à Will Kimlicka puis à Charles Taylor. Fait que c'est comme pertinent d'un point de vue de recherche. Là. C'est souvent comme dans ses livres, là, c'est littéralement comme une réplique au multiculturalisme de Kimlicka. Fait que, comme je vous dis, c'est que c'est pas un essai politique que j'ai fait. Là. À un moment donné, ça prend comme la méthode. Puis ça, c'est comme logique. Si tu parles de Kimlicka puis tu vas aller du côté du républicanisme, Schnapper, ça coule un peu de soi. Bon. Mais c'est que Schnapper fait une très belle synthèse de plusieurs auteurs classiques du républicanisme. Parce que le républicanisme, c'est millénaire. C'est ça qui a fondé, jusqu'à un certain point, l'Occident d'un point de vue intellectuel. Donc, ça remonte, tu sais... À Rome? À Rome, chez les Grecs. Chez les Grecs, bien sûr. Donc, on peut, tu sais... Puis à un moment donné, c'est pourquoi, mettons, choisir, je sais pas, moi, Aristote, plus que... Mais avec Schnapper, on est comme dans la modernité, puis on a une synthèse de tout ça. Donc ça me paraît pertinent. À partir de là, c'est sûr qu'il y a des écarts. Tu peux pas importer la France au Québec. C'est pour ça qu'on parle d'inspiration française. Bon, si on revient à la ligne directrice de votre question, je pense que le plus grand exemple, c'est la langue d'éducation. L'idée derrière ça, c'est il y a une intégration. Parce que qu'est-ce qui passe par l'éducation? Pourquoi l'éducation, c'est si important que ça d'un point de vue de notre identité collective? Il y a, au travers de l'éducation, il y a une transmission du monde, la manière de voir le monde, d'approcher notre histoire, notre société. Et, je veux dire, ça a été abordé plusieurs fois là, par des historiens, toutes sortes même des journalistes, que, par exemple, si on prend même un exemple concret, une question comme la crise de la conscription n'est pas abordée dans un cours d'histoire de la même manière au Québec qu'au Canada anglais. C'est pas présenté de la même façon, puis on va réagir différemment dans les classes, tu sais, à la manière de présenter ça, puis donc on est comme solidaire un petit peu de notre version, mais donc ça, l'éducation, c'est névralgique, c'est un point primordial, parce qu'on transmet l'héritage. Et donc, le fait d'utiliser une certaine coercition, il faut quand même être honnête. À quel point qu'il y a une absence comme une perte de liberté. Mais il y en a une. Il y en a une. Mais c'est au profit du commun. Au profit du commun. Et ça va tout à fait dans une perspective républicaine. Pourquoi? Le républicanisme est fondé, quant à lui, sur l'idée, bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la distinction entre la sphère publique puis la sphère privée. Mais il y a un processus où on passe de la sphère privée à la sphère publique. Ce processus-là s'appelle l'universalisme ou l'abstraction. C'est-à-dire que je dois faire au moins partiellement, je ne dis pas complètement, je dis au moins partiellement abstraction de mes sensibilités personnelles, de mes particularismes, pour être capable de devenir un citoyen. Je passe d'un individu à un État
de citoyen. Et c'est en tant que citoyen que j'interviens dans la sphère publique, dans la cité, dans l'agora. Et non pas en tant que revendicateur, revanchard, peu importe. Membre d'une communauté à travers laquelle je parlerai. Exactement. C'est ça la trame narrative, puis c'est pour ça que les deux philosophies s'opposent. Et la réplique du multiculturalisme, là, toutes les théories culturalistes en général, que ce soit l'interculturalisme, le multiculturalisme, c'est que ça, c'est une forme d'assimilation. Mais l'intégration, sans parler d'assimilation, je préfère parler d'intégration, demande une part d'abstraction. Tu peux pas arriver avec ton bagage complet. Tu sais, quand tu voyages pas avec ta maison, tu voyages avec une petite valise ou je sais pas. Puis, il y a une partie que tu conserves, qu'on t'enlèvera jamais, ça fait partie de toi, mais il y a une partie que on doit mettre en commun. Et je pense que le français langue d'éducation, la logique derrière ça, puis là, écoutez, j'ai pas ressorti pour les fins d'aujourd'hui, mais si vous allez lire mon mémoire, que je vais sûrement transformer en livre bientôt, là, vous allez voir plein de citations des archives parlementaires, des gens qui ont travaillé sur ces lois-là, puis on voit qu'il y a une volonté de mettre en place un bien commun. Vous savez, pas juste une nation, c'est une nation qui est... parce que le républicanisme, c'est un petit peu le nationalisme accouplé avec la démocratie. Donc, il y a cette volonté-là, cette envie-là de vivre une vie démocratique ensemble. Puis, ça l'exige, je pense, en tout cas les républicains le croient, ça l'exige de faire abstraction de certains particularismes qui sont source de tension par définition, là. Particulièrement lorsqu'on parle de tout ce qui est ethnico-religieux, parce que la question que les républicains posent aux culturalistes, c'est à qui, au nom de quel principe philosophique reconnaître des droits aux uns et non pas aux autres? Au nom de quelle logique pourquoi va-t-on favoriser tel groupe plutôt qu'un autre? Cette logique-là a pour fin ultime, d'abord, l'individu et la fragmentation de la société, alors même que nous vivons dans une société mondialisée, postmoderne, appelez ça comme vous voulez, où le lien politique tend de plus en plus à s'affaiblir avec la logique marchande, avec la logique économique. Donc, tout ça tend à affaiblir le lien politique. Le républicanisme, quant à lui, cherche à penser le lien politique, ce qui peut nous faire fonctionner ensemble comme communauté de citoyens. Donc voilà. Et puis c'est en annulant ces particularismes extrêmement voyants ou pesants dans la sphère publique que la loi 101 et la politique de convergence culturelle en vient à créer ce commun. Je pense pas qu'elle les annule. Je pense qu'elle exige Elle l'était l'instant de l'exercice public. Ben, écoutez, elle exige l'instant d'un moment qu'on pense à autre chose à ce que Charles Taylor appellerait l'identité tripartite, puis la reconnaissance, puis tout ça. Donc, c'est pas le rôle de l'État de te valider. Parce que chez Taylor, c'est le rôle de l'État de valider pour que tu puisses exister. Si les autres ne te valident pas, dans ta recherche de reconnaissance, c'est là qu'on tombe dans la violence. Donc, c'est pas le rôle de l'État, dans une perspective républicaine, de faire ça. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place ce qu'on a besoin pour se parler, okay? Pour vivre ensemble. Et ça exige de se reconnaître, que ce soit au sens littéral du terme physique. Si on peut pas se voir la face, il y a juste des yeux qui paraissent. Vous comprenez que la démocratie, c'est plus que ça. On peut pas être solidaire comme une communauté de citoyens de cette manière-là. Puis, la convergence culturelle n'efface pas les particularismes. Elle invite les particularismes, les individus, à apporter leur plus-value. En échange de quoi? Parce qu'il faut pas voir ça uniquement de manière unilatérale. Le Québec moderne, j'ai parlé tout à l'heure du passage de Canadien français à Québécois. Le Québécois, l'identité québécoise contemporaine, c'est pourquoi est-ce qu'on passe du Canadien français, entre autres, à l'identité québécoise moderne, c'est qu'il y a aussi une ouverture sur les autres qui vient avec ça. Là. C'est plus un statut ethnique. Donc, la convergence culturelle c'est un apport aussi pour ces individus-là. C'est pas vrai que les particularismes perdent au change. Tu viens, au terme de cela,
appartenir à une communauté, à une nation qui a une histoire aussi qui est riche. Donc, tu gagnes au change. Puis il y a des grands auteurs québécois que tu mérites de connaître puis de lire. Donc, c'est pas une violence, comprenez-vous? C'est un partage qui se fait au terme de cela. Ceci étant dit, il y a des règles de base qui sont établies à l'avance. Ces règles-là, c'est comme notamment le français ancré dans une culture commune, dans une histoire, le français langue de contact de cette démocratie-là. Voilà, qui est pas une démocratie désincarnée. Parce que la critique, là, j'ai parlé de la critique des pluralistes, mais la critique des conservateurs, c'est du républicanisme, c'est-à-dire que tout ça est conceptuel et désincarné. Ce à quoi je répliquerais oui et non. C'est-à-dire qu'on a parfois besoin de prendre du recul par rapport à un objet de recherche pour pouvoir le comprendre et l'analyser. Et lorsqu'on revient dans le concret, comme je dis, on peut s'adapter aux traditions, aux mœurs, blablabla, à la réalité concrète. Et non, je pense pas que c'est juste conceptuel. La démocratie, ça se vit au travers des institutions, ça se vit au travers du débat public. Donc, toutes sortes de plateformes qu'on pourrait énumérer. Puis, c'est pas désincarné, c'est juste de la théorie qui est un outil. C'est comme ça que je le vois, c'est un outil qui nous permet de construire un fondement, un socle, puis après ça, on adapte. Voilà. Et puis, dans votre... vous avez quand même fait ce mémoire-là dans une faculté de droit, si je ne me trompe pas. Exactement. Vous avez tout un chapitre qui est dédié à comment la loi 101 est interprétée, non pas à la lumière de ses principes, et là, apporter tous les nuances que vous voulez d'inspiration républicaine française, mais bien à la lumière du multiculturalisme canadien. Est-ce que j'ai bien compris? Écoutez, vous allez me dire si j'ai bien compris votre question, là, parce que, dans le fond, ce à quoi je pense que vous faites peut-être référence, c'est plutôt au jugement donc de la Cour suprême de la loi 101. C'est ça? Oui. Est-ce que la Cour suprême, lorsqu'elle interprète la loi 101, elle l'interprète dans ses principes d'inspiration républicaine? OK, parfait. Parce que c'est là aussi que je pense, modestement, que mon mémoire peut être intéressant, c'est que c'est pas juste d'éclairer comme l'objet de droit positif lui-même qui est la loi, les lois en tant que telles, c'est de voir après ça, qu'est-ce qui en reste? Bon. Puis qu'est-ce qui en reste de la loi 101, encore une fois? Il y a des spécialistes comme Éric Poirier qui sont mieux placés que moi, mais j'ai quand même pris acte de toutes ces études-là, ces recherches-là, et j'applique mon cadre théorique de philosophie politique à ces jugements-là. Il y a un écart, donc, entre l'intention du législateur et les décisions qui ont été rendues par les tribunaux. C'est-à-dire entre ce que Camille Lorrain a ébauché comme loi... C'est pas juste Camille Lorrain. Non, mais disons, pour réduire à sa plus simple expression, il y a un écart entre la loi 101 de Camille Lorrain et la manière dont elle est traitée par les tribunaux canadiens. Quand même, oui. Pouvez-vous nous dire comment? Ah là là. C'est que sur le fond des choses... Puis là, c'est là que je deviens moins spécialiste parce qu'on tombe vraiment dans le droit linguistique pur et dur. Et à cet égard-là, je me suis beaucoup reposé sur les travaux d'Éric Poirier. Mais quand même, je vais répondre à votre question, là. C'est juste que j'ai peur de faire comme des erreurs techniques de droit linguistique, mais... Allez-y avec le principe général. Les principes, nous ne sommes pas en juristes. Oui, c'est correct. Les principes généraux... évidemment, c'est qu'il y a une intention, donc, à tout le moins, il y a ce que moi je qualifierais d'une intention universaliste. Okay? Il y a une volonté de mettre en place une sphère publique qui serait, dont le centre de gravité serait la langue française ancrée dans une réalité historique. À partir de là, au travers de... Parce que là où ça a été astucieux de la part des tribunaux, je suis de ceux qui croient que les tribunaux possèdent une vocation politique. Je pense que l'homme, en général, est un zoon politikon, pour reprendre, je pense, des philosophes. Oui, Aristote, exactement. Ça, c'était Aristote ou Platon. Aristote, donc, est un animal politique, peu importe que tu sois un juge à la Cour suprême ou à l'Assemblée nationale ou au Parlement canadien ou sur ton perron en train de discuter du vaccin. Bref, la ruse, si vous voulez, l'habilité qui découle de ça, c'est que, imaginez si les tribunaux avaient invalidé la loi 101.
Parce que la loi 101, encore une fois, là, je ne veux pas être trop audacieux dans mes affirmations, mais c'était pas très... le moins qu'on peut dire, c'est que ça fitait pas bien dans le décor juridique canadien. Déjà à l'époque, déjà en 77? Quand même, oui. Mais ça dépend. Quand la loi 101 a été déposée, je sais que le lendemain matin, il y avait déjà... une contestation. Exactement, une contestation, mais c'est que ça s'est fait au travers des années. Puis quand 82 est arrivé, quand la nouvelle Constitution est arrivée, il y a beaucoup, ça c'est souvent quelque chose qui est élagué, là, qui est oublié, mais il y a beaucoup de dispositions dans la Constitution qui étaient là juste pour venir mettre des bâtons dans les roues. Puis de la loi 101, je crois, là, en tout cas, c'est mon interprétation de ces lois-là. Puis... donc, il y a des décisions qui sont venues par après, là, aussi, là. Fait que, mais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a un écart entre ce qui avait été prévu puis ce qui a été interprété, notamment, je veux dire, tu sais, les histoires de Clause Canada, là, c'est-à-dire... Qui a le droit d'aller à l'école en anglais? Ouais, les écoles passerelles, tout ça. Fait que on a réussi à invalider la loi 101 sans l'invalider. Et c'est-à-dire que, à plusieurs égards, son fondement, ce que moi j'appelle souvent, là, j'écris souvent le mot essence là, dans mon mémoire de maîtrise, comme l'essence de la loi 101, l'âme a été, grosso modo, assez vidée à plusieurs égards. Elle a été multiculturalisée? Elle a été libéralisée. Elle a été libéralisée. Moi, ma conclusion, là, c'est que l'interprétation des tribunaux de la loi 101 est vraiment proche d'un libéralisme. Si vous aviez à coller comme une étiquette, ça serait comme plus Kimlicka. Parce que Kimlicka est plus proche d'un libéralisme classique. Donc, c'est pas tellement accommodement raisonnable. En fait, je pourrais être clairvoyant, parce que plus j'avançais dans mes lectures, plus je réalisais de la jurisprudence que il y a comme une porte qui est en train de s'ouvrir, j'ai l'impression, à certains égards, au niveau de l'interprétation donc des droits linguistiques et le multiculturalisme. Donc, ça n'arrive pas souvent que la Cour suprême va interpréter des droits linguistiques à la lumière de l'article 27, mais c'est arrivé une couple de fois, puis on semblait dire, puis tu sais, en même temps, c'est tellement comme un principe vaste qui veut pas dire grand-chose, de juste dire, OK, tu interprètes la Constitution à partir... Parce que des principes d'interprétation, il y en a une tralée. Tu n'as pas juste celui-là, tu en as plein. Donc, c'est un parmi d'autres. Mais il me semble, ce que je me rappelle, que d'ouvrir la porte à interpréter les droits linguistiques ou certains droits linguistiques à la lumière d'un multiculturalisme de l'article 27. Donc, par exemple, une personne qui a droit à l'avocat, donc se faire servir dans sa langue, donc la connaissance du français ou de l'anglais devient de moins en moins nécessaire. Puis peut-être que dans le futur, l'article 27 pourrait venir jouer un rôle là-dedans. En ce moment, comme je l'ai dit dès le départ, l'article 27 a un impact modéré sur toute l'interprétation de la Cour suprême des droits linguistiques. Okay? Je dis en ce moment, peut-être que dans le futur, puis toutes ces questions-là prennent de l'ampleur dans le débat public. Puis je vous l'ai dit, moi je pense que les juges sont sensibles au débat public. Donc, je serais pas surpris. En gros, c'est ça ma conclusion, c'est que je serais pas surpris de voir cette interprétation-là des tribunaux aller vers le sens d'un multiculturalisme. Pour la loi 101, essentiellement, c'est que ça a été libéralisé. Je ne veux pas être trop technique, mais comme en droit linguistique, tu as le principe de territorialité, le principe, donc aussi... C'est-à-dire qu'une langue a droit de citer sur un territoire et non pas à cause de ses locuteurs. Exactement. Puis là, c'est ça, c'est le principe que c'est comme chaque locuteur possède ses droits, qui est une logique vraiment individualiste. Libérale. Oui, libérale. Puis c'est un peu plus ça qu'on retrouve dans l'interprétation de la loi 101, si je peux dire. Là. Donc, il n'y a pas littéralement... Il n'y a pas beaucoup de multiculturalisme là, comme vraiment sévère là, au travers de cette jurisprudence-là. Mais pour le futur, je ne sais pas. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord. Et ma dernière question, je vous pose ma dernière question qui est aussi une idée soulevée dans les dernières pages de votre mémoire. Vous dites, au fond, moi j'ai interprété la loi 101 à la lumière d'un républicanisme d'inspiration française, mais peut-être que notre angle mort idéologique serait celui du conservatisme. C'est-à-dire que peut-être que la loi 101 aurait un essence, pour prendre vos propres mots, un essence conservateur. Est-ce que je résume bien? Qu'entendez-vous par là? Vous allez être déçus parce que j'ai aussi dit qu'il y a une essence marxiste aussi. Là. Allez-y, oui.
Mais c'était juste pour ouvrir la porte que je dis pas que la loi 101, hey, c'est canné dans le béton que c'est du républicanisme, puis que le multiculturalisme juridique canadien, c'est canné que c'est Kimika puis Taylor. Donc, moi, je serais juste comme intéressé de voir d'autres personnes faire une recherche similaire à la mienne, avec comme juste quelque chose d'un peu différent, d'autres philopoles. Dont le conservatisme. Dont le conservatisme. Pourquoi? À quoi est-ce que je pensais à ce moment-là? C'est que il me semble que puis c'est complètement instinctif ce que je vous dis là. J'ai pas fait la recherche. Il me semble que dans le conservatisme, il y a une logique de conservation. Donc, je peux tout à fait voir que dans une politique donc de loi 101 qui cherche à préserver un héritage, donc qui est pas justement, comme on l'a dit tout à l'heure, un outil de communication. Ça c'est évident. Ça, je pense que je l'ai quand même assez bien montré. La vision de la langue dans la politique québécoise de l'intégration ou de linguistique, comme vous voulez. Là, moi, je pense que c'est plus qu'une politique linguistique. Donc, du vivre ensemble. Je pense que la langue est pas déliée de tout ce qui est venu avant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle au conservatisme. La seule chose, je dois vous dire que c'est plus... ça serait plus, je sais pas, là, comme un essai un peu de laboratoire que autre chose, là, parce que honnêtement, là, au niveau de la loi 101 puis républicanisme, c'est pas mal un match. Là. C'est pas un match absolu, comme je peux pas dire c'est exactement tel penseur qui a influencé, mais quand on voit la vision du bien commun que porte la loi 101, la vision de la démocratie que porte la loi 101, qui est la nation avec justement le dialogue public, tout ça. On est pas mal proche du républicanisme. Alors, Nicolas Proulx, ça fait un immense plaisir de vous recevoir à La Recherche du Québec. Merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Ça me fait plaisir et puis au plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à partager notre page Facebook et vous y trouverez nos épisodes précédents ainsi qu'un lien vers notre compte PayPal si vous voulez nous faire un don. Alors, encore une fois, merci et à très bientôt pour un prochain épisode de À la Recherche du Québec.